Alors, nous allons discuter dans cette vidéo court des cardiopathies au niveau congénital, donc des problèmes cardiaques associés à des malformations qui sont évidemment présentes dès la naissance de l'individu. Alors, les cardiopathies congénitales touchent tout de même un faible pourcentage des êtres humains, donc on estime qu'à peu près 1% des nouveau-nés sont touchés par ces problématiques et ces dernières résultent de diverses origines, soit d'une problématique au niveau génétique, donc d'une aberration génétique qui est souvent difficile à expliquer l'origine exacte de ce trouble. Mais il n'en reste pas moins que c'est souvent des troubles au niveau de la génétique ou la conséquence de certaines infections virales qui, pour la plupart, habituellement, peuvent être évitées avec une vaccination adéquate de la femme enceinte, mais dans certaines situations où cette vaccination serait insuffisante, on pourrait suspecter une atteinte au niveau là, de ces... en fait, une atteinte au niveau du cœur du fœtus. Alors, comme nous allons le constater dans le présent cours, dans la présente vidéo, les cardiopathies congénitales peuvent être divisées en trois types d'anomalies. Alors, il y a principalement, tout d'abord, les sténoses, donc les sténoses de certains vaisseaux sanguins, principalement sténose de l'aorte ou du tronc pulmonaire. Et par la suite, deux types de shunts, donc les shunts étant des communications anormales entre le cœur droit et le cœur gauche. Donc nous commencerons avec la communication qui est, disons, la moins grave, soit le shunt gauche-droit, et ensuite le shunt droit-gauche. Alors, si nous débutons avec les sténoses, donc les sténoses se trouvent à être en fait une occlusion au niveau d'un vaisseau sanguin. Alors, les deux principaux vaisseaux sanguins qui partent du cœur pour se diriger vers les tissus ou vers le poumon sont bien sûr l'aorte et le tronc pulmonaire. Alors, une sténose peut caractériser un ou deux de ces vaisseaux. Et évidemment, dans ces situations, on peut s'attendre à des troubles associés à la fonction normale des vaisseaux. Donc, évidemment, si nous présentons une sténose au niveau de l'aorte, on pourrait s'attendre à ce que la circulation systémique du fœtus, ou plutôt du nouveau-né, sera compromise. Tandis que si la sténose est davantage au niveau pulmonaire, nous pouvons constater un trouble au niveau de la circulation pulmonaire, donc une mauvaise oxygénation du sang. Ce qui doit être bien retenu ou tenu en compte dans un contexte comme celui-là, c'est que si évidemment les vaisseaux sont sténosés, le cœur, ou plutôt le corps, n'autorisera pas cette sténose, donc il tentera de développer certains mécanismes compensatoires pour essayer de pallier à cette sténose. Et un des principaux mécanismes est bien sûr l'hypertrophie du ventricule. Donc cette hypertrophie à court terme sera intéressante puisqu'elle permettra justement de compenser cet état. Par contre, l'hypertrophie sur le long terme peut engendrer l'insuffisance cardiaque, comme vous l'avez vu déjà dans la vidéo cours associée à cette pathologie. Maintenant, si nous jetons au coup d'œil aux shunts, donc comme je mentionnais tout à l'heure, les shunts se trouvent avec des communications anormales entre les deux cœurs. Alors, lorsqu'il est question de shunt gauche-droit, ceci fait référence à une circulation de sang qui va partir justement du cœur gauche pour aller au cœur droit. Alors, cette circulation pourrait être présente dans diverses situations, comme par exemple si certaines malformations existaient au niveau du septum interauriculaire ou au niveau du septum interventriculaire. Donc, dans un cœur normal, ces septums permettent d'empêcher la circulation entre les oreillettes ou entre les ventricules. Alors, dans le contexte d'une malformation congénitale associée à ces septums, nous pourrions constater une communication de sang entre les deux oreillettes ou entre les deux ventricules, et bien évidemment un mélange de sang à ce moment. Une autre source, en fait, qui pourrait donner les shunts gauche-droit serait le maintien lors de la naissance du canal artériel fœtal. Donc, le canal artériel fœtal est une communication entre le tronc pulmonaire et l'aorte qui est présente chez tout fœtus. Donc, il y a une structure normale lors de la période fœtale, mais une structure qui habituellement disparaît à la naissance, qui devient le ligament artériel. Et alors, si cette structure artérielle demeure lors de la naissance, bien évidemment, nous aurons encore une possibilité de circulation de sang entre le cœur gauche et le cœur droit. Bon, puisque nous sommes dans un contexte de shunt gauche-droit, il faut se rappeler que, évidemment, la pression dans le cœur gauche est toujours plus grande que la pression dans le cœur droit, de par la fonction du cœur gauche, ce qui indique que le sang risque justement de circuler du cœur gauche vers le cœur droit. Alors, si nous avions à caractériser l'oxygénation à ce moment du sang, l'oxygénation sera adéquate. Donc, il n'y aura pas de problème d'oxygénation dans le sens que
le sang qui était dans le ventricule gauche, qui était déjà oxygéné, va retourner dans le cœur droit pour se faire oxygéner à nouveau en passant par les poumons. Donc ce sera à la limite une suroxygénation, mais il n'y aura pas de problème finalement au niveau de cette oxygénation. Le problème réside plutôt dans la quantité de sang qui se rendra dans la circulation systémique, puisque si le sang du cœur gauche qui était supposé aller dans le corps va dans le cœur droit, bien évidemment le corps va souffrir d'un certain niveau, d'un certain manque de cette vascularisation. Alors évidemment le débit cardiaque à ce moment devra augmenter, et ceci pourra se caractériser parfois justement à un débit qui est insuffisant. Donc, chez le jeune patient ou chez le jeune enfant, on pourrait avoir une résistance aux activités physiques qui serait diminuée, justement de par cette incapacité de vasculariser correctement l'organisme en fonction des besoins, puisqu'il y a une partie qui retourne dans le cœur droit. Et encore une fois, comme on l'a vu pour les situations de sténose, le cœur devrait engendrer certains mécanismes compensatoires, dont l'hypertrophie, qui éventuellement pourrait encore une fois mener à une insuffisance cardiaque. Alors sur cette figure, nous voyons le cœur en version normale pour la période fœtale. Alors cette figure est surtout pour vous rappeler ce que je viens de mentionner par rapport au conduit artériel. Donc le conduit artériel est une communication, comme nous le voyons ici, entre l'aorte et le tronc pulmonaire fœtal. Communication qui habituellement mélange les sangs du cœur droit et du cœur gauche lors de cette même période fœtale, ce qui évidemment n'est pas un problème puisque le cœur droit et le cœur gauche n'ont pas de fonction précise dans le contexte fœtal. Alors, comme je mentionnais, une certaine forme de cardiopathie congénitale serait le maintien finalement de cette structure lors de la naissance. Donc, en temps normal, lors de la naissance, cette structure se calcifie et devient le ligament artériel, et il n'y a carrément plus de communication entre les deux cœurs à ce moment. La cardiopathie congénitale, probablement la plus grave, consiste plutôt en un shunt droit-gauche. Donc le shunt droit-gauche fait référence au passage de sang non oxygéné du cœur droit au cœur gauche. Donc ce type de passage de sang est souvent observé dans le contexte de la tétralogie de Fallot, qui se trouve être une malformation cardiaque qui inclut quatre caractéristiques. Alors nous pourrions nous questionner en fait au niveau de cette direction de sang. Alors pourquoi le sang passe du cœur droit au cœur gauche? Puisque comme nous l'avons mentionné, en temps normal, le cœur gauche est plus fort que le cœur droit. Donc nous nous attendrions à ce que le sang passe du cœur gauche au cœur droit. Mais dans le contexte du shunt droit-gauche, c'est plutôt la situation inverse qui se produit. Donc le sang qui passe du cœur droit au cœur gauche. Alors pourquoi le sang suit cette voie? C'est particulièrement, comme je mentionnais, dans certains types de malformations où, par exemple, le fœtus, en plus d'avoir une communication entre ses deux ventricules, présentera une importante occlusion, une importante sténose au niveau de son tronc pulmonaire. Alors, puisqu'il y a une importante sténose du tronc pulmonaire, du cœur droit, le ventricule droit, en guise de compensation, va s'hypertrophier au point où il deviendra vraiment plus fort et carrément plus fort que le cœur gauche. Donc, nous allons nous ramasser avec une situation où, puisque le cœur droit s'est hypertrophié en raison de la sténose du tronc pulmonaire, eh bien, ce dernier devient plus fort que le cœur gauche. Alors, quand le cœur droit et le cœur gauche battent simultanément, eh bien, il y a une partie du sang qui réussit à passer du cœur droit au cœur gauche. Alors, ça, c'est très grave, puisque à ce moment, on se ramasse dans une situation où le sang qui était du cœur droit non oxygéné se trouve à bypasser les poumons, puisque évidemment, cette situation correspond à une cardiopathie congénitale, donc chez un fœtus qui est né, donc non pas dans la situation, non pas lors de la période fœtale, mais bien après la naissance. Donc, lorsqu'une partie du sang non oxygéné s'en va dans le cœur gauche, eh bien, la circulation systémique se trouve à être compromise en termes de qualité, puisque une partie du sang qui circule dans la circulation systémique est une partie du sang qui provient du cœur droit, donc une partie non oxygénée. Alors, ceci est très grave dans un sens, puisque ça peut mener à une certaine cyanose des tissus et une certaine cyanose de l'organisme en entier. Alors évidemment, dans cette situation, divers troubles seront présents, mais éventuellement, tout ceci devrait apporter également de l'insuffisance cardiaque. Alors comme il fut mentionné dans la diapo précédente, la tétralogie de Fallot fait référence à certaines malformations qui sont présentes lors de la période fœtale, et comme je le mentionnais, si nous avons une certaine occlusion, une certaine sténose au niveau du tronc pulmonaire, eh bien le cœur droit n'aura que d'autres choix que de s'hypertrophier et de devenir justement plus fort. Et cette augmentation justement de la force du cœur droit va engendrer ce qui est illustré avec la flèche ici en bleu, donc va engendrer un certain passage de sang du cœur droit
vers le cœur gauche, donc un passage important de sang non oxygéné vers la circulation gauche. Et évidemment, ce sang non oxygéné, à ce moment, pourra passer par l'aorte pour aller se rendre jusque dans la circulation systémique, ce qui est évidemment problématique. Pour ce qui est du traitement des cardiopathies congénitales, il faut savoir que les traitements sont principalement chirurgicaux. Donc, le traitement consiste évidemment à premièrement détecter ce trouble et évidemment divers tests seront réalisés pour voir l'étendue du trouble chez le jeune enfant. Et en fonction de la gravité du trouble ou du pronostic associé à ce trouble, la chirurgie pourra se faire soit très très brièvement suite à la naissance ou après plusieurs années en fonction du ratio bénéfice versus risque d'une telle intervention. Alors ceci met fin à ce vidéo cours.